Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Donc aujourd'hui, on va entamer le chapitre 3, qui est la mobilisation et le renforcement des ressources en eau. On sait très bien que l'eau devient de plus en plus rare et sa gestion demande beaucoup de moyens et de techniques qui assurent la durabilité de la ressource. Pour cela, les politiques de gestion doivent jouer sur les deux approches, à savoir l'offre et la demande au sens économique du terme. On va prendre en cours de ce chapitre le cas de l'Algérie, où ces dernières années, l'intérêt porté au secteur s'est focalisé sur la nécessité d'accroître la mobilisation de la ressource, sous ses formes conventionnelles et non conventionnelles, afin d'assurer la couverture des besoins prioritaires en eau domestique, industriels et pour les ressources conventionnelles, on va parler un peu sur la mobilisation des barrages, les retenues collinaires, les forages, les puits et les feux barrages. Si on parle des barrages, on doit penser avant tout au site. Et pour notre pays, l'Algérie ne dispose que de 250 sites favorables à la construction de barrages, où le parc des infrastructures de mobilisation de l'eau, notamment les barrages, s'est considérablement développé au cours des 50 dernières années, passant de 14 barrages en exploitation au lendemain de l'indépendance à 72 barrages en 2012, avec des projections qui tablent sur 124 barrages à l'horizon 2030. Donc, ces barrages mobilisent à peu près un volume de 3,87 milliards de mètres cubes sur une capacité de stockage dépassant 7,4 km. Celui-ci est très faible si nous mesurons la capacité de stockage par habitant, évaluée en 2012, de quelques 194 mètres cubes par habitant, qui est en fait très inférieur au ratio des pays développés comme les États-Unis et l'Australie, avec 5000 mètres cubes par habitant, et celui d'un pays émergent tel que la Chine avec 2200 mètres cubes par habitant, et même au ratio des pays dont la taille économique est comparable à l'Algérie, à l'instar du Maroc avec 500 mètres cubes par habitant et la Tunisie avec 370 petits par habitant. Donc, afin d'atténuer son déficit en eau et d'augmenter ainsi la capacité de stockage par habitant, l'Algérie a entrepris un ambitieux programme de mobilisation complémentaire devant permettre à l'horizon 2030 la mobilisation de quelques 2 milliards de mètres cubes supplémentaires par rapport à 2010, et ce par une politique d'investissement public qui est volontariste et coûteuse. Et donc, les potentialités en eau de surface de l'Algérie sont estimées à à peu près 11 milliards de mètres cubes, mais le taux de mobilisation de tous les barrages ne dépasse pas les 28% en 2011. Si l'Algérie parvient à réaliser les 127 barrages à l'horizon 2030, le taux de mobilisation des eaux de surface par le biais des barrages pourrait atteindre à peu près 40%. Donc, en réalité, presque 61% des potentialités en eau superficielle de l'Algérie ne pourraient pas faire l'objet de mobilisation par le biais des barrages en raison de l'absence des sites et les conditions biologiques et naturelles peu favorables à l'installation de ces grands ouvrages. Outre que les bienfaits des barrages, les écologistes affirment que ceux-ci ont bouleversé la nature. Il faut prendre en compte qu'il faut construire des barrages, non pas seulement pour produire de l'électricité, qui revient moins cher par rapport à celle qui est produite par les centrales thermiques, le gaz ou le gasoil, mais aussi pour réaliser les transferts vers les territoires en déficit hydrique. Pour la réalisation des retenues collinaires constituerait un palliatif à l'absence du site de localisation de grands barrages, mais de nombreux ouvrages se sont envasés prématurément en raison de leur construction à la hâte et sans technique sûre, ce qui fait de la capacité de mobilisation attendue a été réduite de moitié. Un nombre de 463 retenues collinaires a été avancé son équipement en exploitation en 2011 et qui sont utilisés pour l'irrigation de 1416 hectares. Pour l'évaluation de la mobilisation effective des ressources souterraines, c'est une opération qui est délicate et empreinte d'une grande incertitude. Pour les volumes mobilisés, sont évalués comme suit 1,8 km3 prélevés dans les aquifères du Nord, 1,93 km3 prélevés dans les nappes du Sud et 85 km3 par Kidala, ce qui ramène le volume total mobilisé en eau souterraine au niveau national à 3,818 km3. Pour l'État algérien, se caractérise par l'existence de ressources souterraines provenant des nappes de complexes terminales et du continental intercalaire. Donc la formation remonte au période pluvieuse. Ces nappes vont être exploitées avec les projets de transfert sud-sud, installation sud, sud-nord
et le sud au plateau. L'exploitation excessive des ressources en eau souterraines est un comportement durable, donc l'Algérie voudrait faire de ces ressources une patte de sécurité et un garant du développement des régions des hauts plateaux et celles du sud, dans une conjoncture de faiblesse des ressources de surface et en l'absence de l'alternative du dessalement. Et pour réduire l'intensité de la rareté de l'eau conventionnelle, il y a deux solutions possibles. Donc, soit le recours à la mobilisation des ressources non conventionnelles, telles que le dessalement de l'eau de mer et la utilisation des eaux usées épurées, ou une politique de gestion de la demande en eau. Donc, en Algérie, les pouvoirs publics ont choisi l'augmentation de l'offre de l'eau via le premier terme à l'alternative qui constitue un axe prioritaire de la politique de l'eau. Et la gestion de la demande est reléguée comme une augmentation de second ordre. Pour la désalination de l'eau de mer, elle est perçue comme un luxe, mais elle n'est pas sans inconvénient. Tout d'abord, se référant au coût exorbitant nécessaire pour produire de l'eau douce par cette technique. Elle est à la portée de ce pays riche et les pays pétroliers du Moyen-Orient produisent plus de 50% de l'eau dessalée à l'échelle mondiale. Le dessalement de l'eau de mer est désastreux ainsi pour les écosystèmes, la prise en considération des effets néfastes sur la faune et la flore, à travers les quantités colossales de sel laissées au bord des baies et les îlots qui sont installés. Donc, il tire le signal d'alarme concernant le développement durable. Pour la politique de dessalement de l'eau de mer en Algérie, elle vise à satisfaire les besoins en eau potable des villes côtières et à affecter les eaux de barrage vers les wilayas en déficit hydrique dans les hauts plateaux. Cette arrivée de l'eau dessalée permet aussi d'alléger la pression sur les prélèvements souterrains au-delà de la capacité de chair des aquifères. Pour la capacité installée à la fin de 2012, elle avoisine 514,65 hectomètres par an, qui devrait satisfaire aux besoins en eau potable et industrielle. Et il y en a quelques types de monoblocs qui sont installés. Par exemple, la Azul Kilma, 90 000 mètres par jour, un surplata avec 200 000 mètres par jour à Constant. Silvino Inconscient avec 200 000 mètres par jour, Al-Hama Aja avec 200 000 mètres par jour. En outre, plusieurs pays proposent des ressources hydriques à l'exportation, telles que la Turquie. Donc, ce pays, déjà en 1987, elle avait commencé d'envisager ses exportations massives d'eau vers la Syrie et l'Arabie Saoudite. Il est prévu de vendre l'eau au prix de 1,5 $ par mètre cube, alors que le transport de l'eau par sac gelé constitue une autre alternative. Pour le coût de fabrication des sacs, qui varie entre 125 000 et 275 000 $. D'autre part, plusieurs pays souffrant de la rareté de l'eau peuvent recourir à l'exploitation des ressources des aquifères fossiles. Cette méthode est utilisée en Arabie Saoudite qui utilise des quantités considérables d'eau de ces nappes non rechargeables. Donc, on a par exemple le fameux projet de grand fleuve artificiel lancé en 1991 par le vieux président de Kadhafi en Libye, qui consiste à amener l'eau des aquifères sahariens situés au sud du pays vers la zone côtière pour y concentrer la population. Donc, ce méga projet au coût de 30 milliards de dollars prévoit de cheminer 6,1 millions de mètres cubes par jour, soit presque 2,5 km par an, par un réseau de 4200 km. Sa durée de vie est comprise entre un demi-siècle et un siècle. Actuellement, la politique de Libye est contestée par l'Égypte, le Tchad et le Soudan, qui appelant pour une coopération autour des bassins communs en vue d'un partage équitable à une exploitation durable. Donc, traiter une ressource renouvelable est par définition un usage non durable, ce qui explique que l'Arabie Saoudite pense à recharger les actifs fossiles par le remarquage d'iceberg de l'Atlantique Nord. Quant à l'utilisation des eaux usées épurées dans la majorité des pays démocrates, elle est utilisée à hauteur de 3,62% dans l'agriculture et un taux équivalent à 2,41% pour l'ensemble des usages. Dans les pays arabes ou le manque, les eaux usées peuvent représenter à longue terme la principale source pour l'agriculture à forte puissance d'irrigation. Donc, cette possibilité est mieux placée en termes de taux qui se situent entre 0,12 et 0,40 $ par mètre cube selon les techniques employées. Donc, il est un prix avantageux par rapport au dessalement. Quant à l'Algérie,
Le volume produit en eau potable en 2010 c'était de à peu près 3 km3. Si nous acceptons un taux de perte entre l'endroit de production et la distribution de 40% et un taux de retour dans les réseaux d'assainissement de 85%, donc on est conscient qu'il existe un potentiel important des eaux usées à exploiter qui pourrait satisfaire surtout aux besoins en eau agricole et industrielle. Donc la quantité d'eau susceptible d'être utilisée avoisine de fait de plus de 1 km3. À l'horizon 2030, les eaux représentant un volume très appréciable, environ 1,8 km3. Ainsi que le PME désigne plusieurs projets de réutilisation dans l'irrigation, tels que l'installation d'une station à rivière. Une autre gauche c'est la construction d'un barrage réservoir à Naba et le lancement d'un projet d'études pour l'alimentation du complexe El Hadjat à un volume de 31 mètres cubes par jour d'eau usée traitée à partir de la future station de Naba. Donc, on peut dire que plus de 17 stations ont été réalisées entre 1995 et 1999, qui totalisent à peu près 2 572 000 équivalents par habitant. Et en 2013, l'Algérie dispose de 138 stations dans 87 stades sont gérées par l'Office national d'assainissement. Un programme de réalisation a été engagé afin de réaliser 150 stations à l'horizon 2030. Donc ensemble, la stratégie nationale en matière d'exploitation des eaux usées épurées a des fins d'irrigation qui consiste à contribuer à l'extension des terres irriguées, à l'augmentation de la production agricole et à la préservation des ressources hydriques superficielles et souterraines. L'utilisation des eaux usées urbaines constitue un axe prioritaire dans la stratégie du secteur de l'eau. L'objectif serait d'irriguer plus de 100 000 hectares par les eaux usées épurées à l'horizon 2030. Bien noté donc que le PME évolue à la réutilisation des eaux usées épurées en 2030 de 600 km3 en une hypothèse stable et en 1,2 km3 dans le cas de l'hypothèse phare. Et si on passe à notre stratégie, qui est le stockage dans le sous-sol, qui présente plusieurs avantages, tels que le coût de la recharge artificielle qui est inférieur à celui des réservoirs de surface de capacité équivalente, du fait qu'il ne nécessite pas de construction, ainsi que l'aquifère fait office de système de distribution à la place des réseaux de surface, par exemple les canaux de canalisation, et que le stockage souterrain évite les inconvénients des réservoirs de surface tels que les pertes par évaporation ou l'apparition de boue et d'odeurs provoquées par le développement humain, et aussi la recherche de matériaux dans le cadre d'un projet de réutilisation avoir un impact positif secondaire par le fait qu'elle ménage une transition invisible entre les ciments épurés et les souterrains non exploités. Nous pouvons conclure que les volumes exploitables en Algérie s'élèvent à 10,47 km3, ce qui correspond à une dotation de 282 m3 par habitant et par an. Ce volume exploitable est proche du volume donné par le CNES en 2000, soit de 10 km3, et relativement proche de 8,4 km3 avancé en 1997. Et par conséquent, en termes de volume exploitable, l'Algérie est en situation de archibourg. Donc l'ampleur du défi ne peut être compréhensible en retenant le signalement du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il suggère de disposer plus de 17,67 km3 d'eau rien que pour les besoins de l'agriculture afin de parvenir à une autosuffisance alimentaire. Donc sans parler d'une politique d'industrialisation du pays. Donc, le véritable enjeu pour l'Algérie consiste à répondre à la question suivante, comment dépasser la contrainte de cette capacité hydrique non conventionnelle. Et pour terminer, le tableau résume l'état des ressources totales exploitables de l'Algérie, avec une projection à l'horizon 2030, où il y a une évolution tendancielle pour atteindre en 2030 un volume de 11,82 km3, il serait irrationnel de prévoir des rendements importants sur les stations de dessalement et les steppes ou de prendre l'hypothèse sur les aquifères du sud alors qu'elle n'est pas sûre.
Et voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous donner le max d'informations sur ce chapitre. Et si vous voulez plus de détails, déjà partagez les documents en version PDF sur le site de l'université. Donc voilà, et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter. Et à très bientôt.